Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de choisir la télévision nationale pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. Discours sur l'état de la nation. Le président Patrice Talon était ce matin à l'Assemblée nationale. Le chef de l'État a fait le bilan des différentes actions menées par son gouvernement dans tous les secteurs. L'éco future monnaie de l'UEMOA, c'est ce qui ressort du nouvel accord de coopération monétaire conclu à Abidjan. Les grandes lignes de cet accord sont à suivre dans ce 20h. Et puis la gouvernance transfrontalière préoccupe les maires des communes frontalières et l'agence béninoise de gestion intégrée des frontières. Une session de formation a eu lieu à cet effet à Azové. Le chef de l'État a tenu ce vendredi son discours annuel sur l'état de la nation devant la représentation nationale à Porto Novo. Le président Patrice Talon est revenu de long en large sur les records qui caractérisent le Bénin de nos jours. On fait le point avec Jérôme Hongbo et Bernol Djogui. Conformément aux prescriptions de l'article 72 de la Constitution, les députés de la 8e législature et les membres du gouvernement se présentent à l'Assemblée nationale à Porto Novo. Animé d'une foi inébranlable en l'avenir du Bénin, le chef de l'État vient présenter l'état de la nation. Car pour Patrice Talon, il n'y a pas d'ambition trop grande pour un État, de même qu'il n'y a pas d'épreuve qu'il ne puisse surmonter. Le bilan, c'est d'abord des moments critiques, nés de la réforme du système partisan, mais que le génie béninois a su surmonter grâce au dialogue politique. Convaincu que les crises ont également une fonction de régulation de la société, nous avons tous promptement pris la mesure de la situation et organisé un dialogue politique du 10 au 12 octobre 2019. Cette initiative a permis aux acteurs politiques de tous bords de se parler en toute responsabilité, de s'entendre sur les amendements utiles à apporter aux lois qui régissent notre vie politique et de formuler des doléances dans le sens de la prise de mesures d'apaisement pour tourner la page des dissensions nées des élections législatives. Avec diligence et responsabilité, mon gouvernement a accompli tous les actes à sa charge pour la mise en œuvre des recommandations consensuelles issues de ce dialogue politique. Votre auguste Assemblée a également pris sa part dans cette œuvre visant à favoriser le vivre ensemble harmonieux de notre peuple en votant les lois subséquentes et je voudrais vous en féliciter chaleureusement. La révision de la Constitution en a été le point d'orgue. Le Bénin, salué dans l'espace ouest africain pour la libre circulation des personnes et des biens, a dû faire face à un choc, la fermeture des frontières du Nigeria. Ce qu'il importe de retenir de ce choc exogène, c'est que les efforts de transformation structurelle de notre économie commencent à produire leurs effets. Ainsi, convient-il de comprendre la résilience dont notre pays fait preuve face à cette crise. Désormais, nous savons donc mieux résister aux chocs de cette nature et nous continuerons à renforcer cet acquis. Dans le secteur éducatif, le gouvernement a intensifié ses actions pour renforcer le système au profit de la qualité de l'enseignement et de l'offre éducative, les conditions de travail des enseignants, l'accès et le maintien des enfants à l'école. La dotation budgétaire accordée au fonctionnement des cantines scolaires, qui était de 1 milliard de francs CFA en moyenne annuelle jusqu'en 2017, est passée à 14 milliards de francs CFA en 2019 et pour 2020, une allocation de 15 milliards de francs CFA est prévue. Nous voulons aller plus loin encore, à la base, en mettant en œuvre un nouveau programme de nutrition de la petite enfance au profit des tout-petits, de 0 à 5 ans, au cours des 5 prochaines années, dans 48 communes de notre pays. Beaucoup d'autres prouesses ont été réalisées dans les autres sous-secteurs.
Le chef de l'État est revenu sur les réformes en cours pour la construction d'un hôpital de référence dans la commune d'Abomey-Calavi, sans oublier la première phase du projet asphaltage, le projet de gestion des déchets solides ménagers, le projet d'assainissement pluvial de Cotonou, mais aussi et surtout la construction des logements sociaux. Je puis vous assurer que les financements sont bouclés pour une première phase de 12 049 logements économiques et sociaux sur les 20 000 prévus. Et que le site de Wedo à Abomey-Calavi sera dans quelques semaines le théâtre de grands mouvements d'engins et de milliers d'ouvriers pour la concrétisation des 11 000 logements prévus pour y être érigés. Sachant que ce nombre représentera plus de 4 fois le nombre de logements économiques construits en plus de 50 ans d'indépendance. Un vaste projet de modernisation de 20 marchés régionaux est en cours sur l'ensemble du territoire national. Ces marchés de nouvelle génération intègrent toutes les commodités requises, renforceront l'attractivité économique de nos villes et offriront à court terme aux femmes et aux autres usagers des cadres assainis et attrayants. Dans le domaine de la fourniture en eau potable et en énergie, le Bénin a encore atteint des records. En tout, mon gouvernement aura mobilisé en un temps record la somme de 493 milliards de francs CFA pour ces projets de fourniture d'eau potable, dont plus de 300 milliards de francs CFA pour l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Il s'agit là, mesdames et messieurs, d'une performance inédite. Quand on sait qu'auparavant, la moyenne de mobilisation de ressources s'élevait seulement à peu près 40 milliards de francs CFA par quinquennat. Aujourd'hui, nous faisons 12 fois plus. S'agissant de la disponibilité de l'énergie électrique, la réhabilitation des centrales thermiques de la SBE pour une capacité de 30 mégas et l'achèvement de la construction de la centrale thermique de 127 MW de Maria Gleta, mise en service le 29 août 2019, permettent de disposer désormais d'une capacité propre de production d'environ 160 MW, soit la moitié de nos besoins en heure de pointe. Cette performance est une vraie première pour notre pays depuis les indépendances. Mais mon gouvernement ne compte pas s'en contenter. Au port autonome de Cotonou, en 2 ans, la mise en œuvre de la gestion déléguée a permis d'obtenir une progression de 15% du trafic. À l'international, le plateau diplomatique s'est fortement amélioré. Dans le domaine du sport, les écureuils ont davantage révélé le Bénin. Cette qualification en quart de finale a procuré fierté et bonheur à notre peuple. Désormais, nous pouvons aussi jouer dans la cour des grands. Une vingtaine de stades omnisports sont en cours de construction. Des efforts impressionnants se mènent par ailleurs pour redorer le blason à la destination touristique Bénin. Le niveau de mobilisation des ressources de l'État est en hausse. À cet effet, Patrice Talon salue les acteurs des régies financières. Nous entendons maintenir le cap pour la mise en œuvre des conditions de développement durable de notre pays dans un environnement caractérisé par la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption et l'impunité. Sur ce chemin, celui de la vertu et de l'efficacité, je sais pouvoir compter sur le soutien et l'accompagnement de notre peuple, trop longtemps abusé par les discours et promesses stériles, trop longtemps déçu de l'inefficacité des politiques publiques, mais désormais convaincu que l'heure du développement du Bénin a enfin sonné. Aucun aspect de la vie sociopolitique, économique et culturelle n'a échappé à cette adresse du président Patrice Talon, plus que jamais rassuré de l'avenir radieux qui se profile à l'horizon pour le Bénin. Depuis le siège de l'Assemblée nationale à Porto Novo, Patrice Talon a fait le bilan des différentes actions menées par son gouvernement dans tous les secteurs d'activité. Il a par ailleurs annoncé d'autres actions pour 2020. On écoute ici un extrait du discours du président de la République. Grâce au travail bien fait, avec abnégation et dans la discipline, nous consolidons les acquis de notre marche vers le développement pour offrir aux générations actuelles et futures de meilleures conditions de vie. Convaincu
que les crises ont également une fonction de régulation de la société, nous avons tous promptement pris la mesure de la situation et organisé un dialogue politique du 10 au 12 octobre 2019. Cette initiative a permis aux acteurs politiques de tous bords de se parler en toute responsabilité, de s'entendre sur les amendements utiles à apporter aux lois qui régissent notre vie politique et de formuler des doléances dans le sens de la prise de mesures d'apaisement pour tourner la page des dissensions nées des élections législatives. Votre auguste Assemblée a également pris sa part dans cette œuvre visant à favoriser le vivre ensemble harmonieux de notre peuple en votant les lois subséquentes, et je voudrais vous en féliciter chaleureusement. Il s'agit de la loi portant amnistie des faits criminels, délictuels et contraventionnels commis lors des élections législatives d'avril 2019 donc, de la loi portant code électoral, de la loi modifiant et complétant la charte des partis politiques, de la loi portant financement public des partis politiques et de la loi portant statut de l'opposition. Il s'agit aussi et surtout de la loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990, rendue nécessaire par la mise en œuvre de certaines recommandations consensuelles du dialogue politique, notamment l'alignement des mandats électifs pour favoriser l'organisation des élections générales à échéance régulière, ainsi qu'une meilleure représentation du peuple par les femmes. Mesdames et Messieurs les députés, sur le plan socio-économique, la fermeture par le Nigeria, depuis le mois d'août 2019, de ses frontières avec tous ses voisins dans le Bénin, est source de préoccupation. Évidemment, notre pays, champion de la libre circulation des personnes et des biens, salué et célébré comme tel par la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ne saurait s'accommoder d'une telle situation nuisible aux activités de plusieurs de nos opérateurs économiques. C'est pourquoi mon gouvernement ne ménage aucun effort, ni en direction des autorités nigérianes, ni en direction des organismes sous-régionaux, pour un retour à la normale. Mais ce qu'il importe de retenir de ce choc exogène, c'est que les efforts de transformation structurelle de notre économie commencent à produire leurs effets. Ainsi, convient-il de comprendre la résilience dont notre pays fait preuve face à cette crise. Désormais, nous savons donc mieux résister aux chocs de cette nature et nous continuerons à renforcer cet acquis. Nous savons que l'être humain est le premier facteur de tout développement. C'est pourquoi nous avons principalement intensifié notre action pour renforcer le secteur éducatif. Ainsi, grâce aux réformes et politiques publiques entreprises, la qualité de l'enseignement et de l'offre éducative, les conditions de travail des enseignants, les conditions d'accès et de maintien à l'école des enfants se sont considérablement améliorées au cours de cette année 2019. Au niveau du sous-secteur des enseignements maternels et primaires, le programme des cantines scolaires, l'initiation à l'informatique et l'introduction de l'anglais aux primaires ont de plus en plus des résultats tangibles. Nous voulons aller plus loin encore, à la base, en mettant en œuvre un nouveau programme de nutrition de la petite enfance au profit des tout-petits, de 0 à 5 ans, au cours des 5 prochaines années, dans 48 communes de notre pays. Par ailleurs, en vue de garantir la qualité de l'éducation, mon gouvernement a procédé à l'inventaire des infrastructures dans le primaire et le secondaire, ainsi qu'à l'évaluation des capacités intellectuelles des aspirants au métier d'enseignant et à celle des connaissances professionnelles des enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire général, reversés en agents contractuels de l'État en 2008. De fait, pour la première fois depuis au moins 2 décennies, notre pays a résorbé
le déficit d'enseignants dans le primaire et se rapproche plus que jamais de cet idéal au secondaire. Au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, nous avons poursuivi le renforcement des infrastructures et équipements de recherche sur divers campus universitaires ainsi que l'amélioration des curricula de formation. De même, nous avons doublé le nombre d'allocataires de bourses et secours universitaires pour ainsi passer de 14 197 en 2017-2018 à 29 977 en 2018-2019, soit 15 780 nouveaux bénéficiaires, et ce nombre est porté à 20 010 pour l'année 2019, soit encore 27% d'augmentation. Par ailleurs, nous avons procédé au recrutement de 200 assistants au titre de 2018-2019 pour renforcer le personnel enseignant, et le processus de recrutement de 100 autres est en cours au titre de 2019-2020. Enfin, il importe de rappeler que grâce à la mise en œuvre des réformes dans les différents sous-secteurs de l'éducation, les résultats aux examens de fin d'année 2018-2019 ont été des niveaux satisfaisants comparés à ceux des années écoulées. Mon gouvernement n'a pas lâché prise et a poursuivi les réformes engagées pour redorer le blason de notre secteur sanitaire. À cet effet, les travaux de construction de l'hôpital de zone de Savet avancent à un rythme satisfaisant. L'extension de l'hôpital de zone d'Alada est actée et les remises de sites ont été effectuées en vue de la construction d'un hôpital de référence à Ouida et d'un hôpital de zone dans l'agglomération d'Adjara à Komisetre à Djong. Mais la santé, c'est aussi la prévention des risques et la maîtrise des facteurs qui peuvent la dégrader. À ce propos, nous le savons tous, un cadre de vie insalubre est vecteur de maladies. Aussi, avons-nous, tout au long de l'année, renforcé le cadre législatif à travers notamment le vote et la promulgation de lois de grande portée, comme la loi cadre sur l'aménagement du territoire, la loi sur l'interdiction des sachets plastiques non biodégradables et la loi sur la gestion du littoral. Toujours au titre de l'amélioration du cadre de vie, la poursuite des travaux de la première phase du projet asphaltage est en cours dans les villes de Cotonou, Porto Novo, Parakou, Semepoji, Abomey-Calavi, Abomey, Boycon, Lokossa et Natitengo. Pendant ce temps, nous prenons les dispositions pour la mise en œuvre de la prochaine phase. Au projet asphaltage est adossé un autre non moins impactant sur la qualité de notre cadre de vie, celui de l'assainissement pluvial de Cotonou, qui, après la phase de mobilisation des ressources, démarre effectivement l'année prochaine. Il permettra de maîtriser durablement les inondations dans notre capitale économique. Au soutien de l'environnement assaini, mon gouvernement a engagé des actions pour promouvoir l'habitat décent au profit des classes moyennes. À cet effet, je puis vous assurer que les financements sont bouclés pour une première phase de 12 049 logements économiques et sociaux sur les 20 000 prévus, et que le site de Wedo à Abomey-Calavi sera dans quelques semaines le théâtre de grands mouvements d'engins et de milliers d'ouvriers pour la concrétisation des 11 000 logements prévus pour y être érigés. S'agissant du vaste projet de modernisation de marchés urbains et régionaux, la première phase prioritaire qui démarre concerne 20 marchés. Ces marchés de nouvelle génération intègrent toutes les commodités requises, renforceront l'attractivité économique de nos villes et offriront à court terme aux femmes et aux autres usagers des cadres assainis et attrayants. Dans le domaine de l'eau potable, en dehors de la redéfinition du modèle de gestion de la Société nationale des eaux du Bénin-Souneb, en vue d'améliorer ses performances, plusieurs programmes et projets ont été exécutés en milieu urbain et ont permis d'enregistrer les résultats probants tels que l'amélioration de la capacité de stockage
de plus de 143 000 m3 d'eau à travers le pays. En tout, mon gouvernement aura mobilisé en un temps record la somme de 493 milliards de francs CFA pour ces projets de fourniture d'eau potable, dont plus de 300 milliards de francs CFA pour l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Il s'agit là, mesdames et messieurs, d'une performance inédite. Quand on sait qu'auparavant, la moyenne de mobilisation de ressources s'élevait seulement à peu près 40 milliards de francs CFA par quinquennat. Aujourd'hui, nous faisons 12 fois plus. Mais ce qui retiendra le plus l'attention ici, c'est que nous avons réussi à décrocher, dans un contexte de rude concurrence avec d'autres pays, le projet de construction du pipeline pour le transport du pétrole nigérien depuis son site de production jusqu'à la côte béninoise à Sémé-Podji pour son exportation. S'agissant de la disponibilité de l'énergie électrique, la réhabilitation des centrales thermiques de la SBE pour une capacité de 30 MW et l'achèvement de la construction de la centrale thermique de 127 MW de Maria Gleta, mise en service le 29 août 2019, permettent de disposer désormais d'une capacité propre de production d'environ 160 MW, soit la moitié de nos besoins en heure de pointe. En outre, dans le but de promouvoir un mix énergétique responsable, nous avons déjà procédé à la préqualification des entreprises pour la construction de centrales solaires photovoltaïques d'une capacité totale de 50 MW à Boycon, Djougou, Parakou et Natitengo. Grâce à la mise en œuvre de toutes ces actions, des améliorations significatives sont enregistrées dans la fourniture des services énergétiques à nos populations. Mesdames et messieurs les députés, plus de performances, c'est ce qui a caractérisé notre agriculture au cours de l'année qui s'achève. C'est un motif de satisfaction de relever qu'au cours de la campagne 2018-2019, notre pays est devenu le premier producteur de coton en Afrique avec près de 700 000 tonnes de coton graine. Une telle performance, remarquable en soi, mais qui reste à améliorer encore, c'est doubler du positionnement du Bénin comme deuxième producteur de vivrier dans l'espace humois. Cela ne s'est pas fait sans le soutien de l'État qui a financé sur ressources intérieures les plans de développement des filières riz, maïs, manioc, anacarde, ananas, viande, lait et œufs de consommation, ainsi que des aménagements hydro-agricoles. Mon gouvernement a, comme il a fait les années précédentes, procédé à la réfection de plus de 13 000 km de pistes rurales et routes classées pour favoriser l'écoulement des produits, mais aussi la mobilité des populations. À ces données, il convient d'ajouter celle du port et de l'aéroport de Cotonou en constante augmentation du point de vue du volume des marchandises traitées comme de celui du transport de passagers. Notre action dans le sous-secteur de l'industrie et du commerce a singulièrement consisté à rendre nos produits plus compétitifs sur les marchés intérieurs et extérieurs. Et elle a aussi surtout permis d'achever la réforme de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour promouvoir une gestion saine de cette institution, vitrine de notre commerce dans un cadre nouveau de gouvernance consulaire. Aussi, voudrais-je, dans la perspective des élections communales et municipales de l'année prochaine, inviter les acteurs politiques à poser les diagnostics les plus justes et à soumettre aux populations les propositions les plus pertinentes pour améliorer la gouvernance locale et impacter effectivement le développement à la base. À l'international, nous avons poursuivi la rationalisation de notre cadre diplomatique sans pour autant renoncer à notre vocation d'être un acteur considéré et respecté sur la scène internationale. Mais la présence de notre pays sur la scène internationale, mesdames et messieurs, s'est davantage affirmée à travers les prouesses de nos sportifs. En effet, en dehors des médailles décrochées par nos athlètes dans les sports individuels, comme la gymnastique, l'athlétisme, le karaté, le roller sport, le Scrabble, pour ne citer que cela,
c'est la prestation de notre équipe nationale de football à la Coupe d'Afrique des Nations édition 2019 qui aura marqué les esprits et révélé un peu plus le Bénin dans le concert des nations. Cette qualification en quart de finale a procuré fierté et bonheur à notre peuple. Désormais, nous pouvons aussi jouer dans la cour des grands. Comment aurions-nous pu engranger autant de succès si les ressources nécessaires à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement n'étaient pas mobilisées et bien gérées? Mesdames et messieurs les députés, c'est le lieu de saluer le travail qu'abattent les agents et les responsables de nos différentes régies, que sont les impôts, le trésor, les douanes et droits indirects, ainsi que l'appréciable contribution des acteurs de la chaîne des dépenses publiques. Grâce à eux, le niveau de mobilisation des ressources intérieures est en constante hausse et cela nous permet de solliciter nos partenaires dont les contributions à notre processus de développement sont hautement appréciées. Ces ressources, une fois collectées, nous veillons à leur utilisation rationnelle et transparente. C'est pourquoi plus aucun acte de prévarication n'est toléré au Bénin. Nous mettons ainsi un point d'honneur à statuer avec diligence sur tous les rapports d'enquête, puis à les transmettre à la justice. C'est grâce à cette diligence que l'assainissement de la gestion des finances publiques se poursuit et que l'impunité est en recul dans notre pays. Ces performances sont appréciées par les institutions internationales et nos partenaires techniques et financiers à qui nous renouvelons nos sincères remerciements pour leur appui et conseil. Nous entendons maintenir le cap pour la mise en œuvre des conditions de développement durable de notre pays dans un environnement caractérisé par la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption et l'impunité. Sur ce chemin, celui de la vertu et de l'efficacité, je sais pouvoir compter sur le soutien et l'accompagnement de notre peuple, trop longtemps abusé par les discours et promesses stériles, trop longtemps déçu de l'inefficacité des politiques publiques, mais désormais convaincu que l'heure du développement du Bénin a enfin sonné. Je vous remercie. Les députés et autres personnalités rencontrées ce matin à l'Assemblée nationale saluent la consolidation de la marche du Bénin vers le développement. Ils sont au micro de Jérôme Mungwa. Émotion dans la salle parce que le chef ne nous a jamais félicités. Et pour une fois, il a dit des mots élogieux, surprenants. Mais c'est aussi la réalité. Lorsque l'on a mis du temps pour construire les programmes, pour s'approprier d'abord les programmes, pour comprendre les modes opératoires qui radicalement changent avec les habitudes du passé, au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons que nous attendre à des résultats. Ils sont encore modestes parce qu'on peut faire et on va encore faire mieux. Le chef de l'État, Patrice Talon, c'est un champion en matière de gestion de l'État. Il va lentement mais sûrement en matière de développement. Il est parti de la réforme du système partisan politique. Toutes les lois que nous avons eu à voter ici pour renforcer le système partisan, il est revenu dessus. Nous pensons qu'avec la gouvernance du président Patrice Talon, d'ici quelques années, le Bénin va étonner, va se faire révéler au monde par rapport à tout ce qui se fait. Dans les messages souvent qu'on entend, on n'arrive pas à mesurer quelle est la performance, quel est l'état d'évolution. Par exemple, vous voyez le point sur lequel tout le monde l'attend, sur l'eau. Il nous a démontré qu'il a mobilisé 494 milliards, ce qui fait 12 fois ce qu'on faisait en un quinquennat. Ça, c'est une performance. Le discours de ce jour est particulier. Pourquoi il est particulier? Parce que du début jusqu'à la fin, tout ce que le président a annoncé
c'est du social. C'est du social qui impactera la population. En 2020 et en 2021, la population va voir qu'il y a du social. On le critique qu'il ne faisait pas du social, mais au fait, tout ce qu'il fait va dans le sens du social. Nous serons mieux considérés partout et nous vivrons mieux. Il a dit quelque chose d'essentiel qui a retenu mon attention, c'est que l'heure du développement de notre pays a sonné. Et le chemin pour aller inexorablement vers ce développement, c'est celui de la vertu et de l'efficacité. Ce sont les phrases qui m'ont le plus marqué dans ce discours. J'ai été séduit par le discours. Tu sais, le président Talon est venu satisfaire une obligation constitutionnelle. Et en cela, j'ai retenu la dernière phrase. Le Bénin vient d'amorcer enfin son développement. Vous y croyez? Si. Un discours rénovateur et un discours qui fait le point du péage et qui est véritablement en action. Et si certaines populations pensent aujourd'hui qu'elles ne sont pas encore prises en compte, moi je voudrais les rassurer que leur tour est là déjà. Et il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Au Bénin, nous sommes fiers de soutenir ce gouvernement. À travers son discours, nous avons été surpris surtout. Nous savons déjà les réalisations. Le PAG est en train d'être déroulé. Il est en train de dérouler son agenda, son repère donné depuis le début. Il a fini les études et nous sommes en train d'assister, d'observer les réalisations. Mais lorsqu'il nous annonce encore autre chose, aujourd'hui, c'est ça qui fait encore ma fierté parce que le programme nutritionnel concernant les enfants de 0 à 2 ans et de 2 ans à 5 ans, ça, c'est du nouveau. Je ne suis pas surpris parce que c'est un homme qui a choisi de guérir les maux qui empêchent le développement de notre pays, contrairement aux anciens présidents qui ont fait l'option de soigner. Constatez avec moi que les promesses faites par le président de la République sont en train d'être totalement réalisées. Les réformes structurantes, les réformes qu'il faut pour le décollage de notre économie sont en cours. Et le Bénin aujourd'hui est qualifié. Le Bénin aujourd'hui est apprécié au niveau de la sous-région et à l'international. Le Bénin aujourd'hui du président Patrick Talon est un modèle que les autres chefs d'État, c'est-à-dire les réformes, font école. Il a peint notre nation. Il a parcouru tous les secteurs, secteur par secteur, de l'éducation jusqu'à l'industrie, en passant par la sécurité, la santé, le commerce, ainsi de suite. Je veux juste tirer une conclusion pour dire qu'effectivement, l'heure du développement du Bénin a sonné. Suite au discours du président Patrice Talon sur l'état de la nation, une équipe de la rédaction a rencontré quelques personnalités que je vous propose de suivre. J'ai eu la chance de suivre la déclaration du chef de l'État en direct. Et ce qui m'a impressionné est que le chef de l'État a parlé de tous les secteurs. Si on prend l'agriculture, on était à 200 000 tonnes et aujourd'hui, c'est à 700 000 tonnes. Et il a parlé encore du secteur de l'eau. Chez nous, à Abomey, je crois que pendant la saison sèche, tu n'as pas de l'eau. J'étais à Abomey hier, j'ai trouvé de l'eau 24 heures sur 24 heures. Si on parle de l'électricité, il n'y a plus de coupures comme avant. Donc il a tout expliqué. Et notre pays est respecté à l'extérieur. J'ai suivi avec beaucoup de délectation, beaucoup de fierté le chef de l'État pour son message à la nation. Les points sont nombreux, mais je vais aborder pêle-mêle quelques-uns. Il y a tout ce qui a été fait dans le domaine de l'éducation, en ce qui concerne la cantine,
le recrutement des enseignants, sur le plan social, la sauvegarde du personnel administratif versé indûment en 2008, dont on a sauvegardé quand même les emplois. Il y a l'Arche. Le chef de l'État a abordé tous les secteurs et a fait même des comparaisons avec ce qui se faisait avant son avènement. Et vous devez comprendre aujourd'hui que quand les gens parlent aussi des questions de social, mais le social ne veut pas signifier que le chef d'État va inviter chacun à la présidence pour lui partager de l'argent. Non, le social se fait à travers des actions telles que le H. Le H, c'est de l'argent qu'on veut mettre là-dedans pour soigner les plus démunis. La lutte contre la corruption aujourd'hui est devenue une réalité, puisque vous n'avez pas les policiers qui se positionnent encore dans les coins de la rue et vous rançonnent. La dématérialisation, où il n'y a plus le corps à corps entre l'agent du service public et le demandeur du service des citoyens que nous sommes. C'est aussi la lutte contre la corruption. Ce que j'ai vu aujourd'hui, je n'ai jamais vu ça. Un chef de l'État, après le discours, j'ai fait au moins 2 fois l'hémicycle, mais après ces gens de discours, le président reste debout et c'est les députés qui se défient pour le saluer. Aujourd'hui, c'est lui-même qui s'est déplacé pour aller saluer chaque député. Vraiment, c'est impressionnant. Il y a le point sur l'agriculture. Désormais, notre coton blanc est premier en Afrique. Ça, c'est au bout de beaucoup de travail. Et je comprends toute l'émotion du ministre de l'Agriculture. Parce que si on se rappelle dans un passé récent, c'est vraiment une célébration. Comme quoi le travail bien fait finit toujours par payer. Et moi, je lui tire vraiment un coup de chapeau. Parce qu'avant d'être la fierté nationale, il y a eu beaucoup de travail en amont. Patrice Talon a évoqué des points irréfutables et irrévocables. L'urbanisation de la cité a beaucoup évolué. Il faut vraiment le féliciter. Quand quelqu'un fait bien, il vaut mieux le féliciter. Le fait d'avoir convoqué ce dialogue politique, Patrice Talon a dénoué la crise. Il a apporté la paix. J'ai vu un monsieur bien portant dans ses tenues, des tenues d'espoir, frappé d'une cravate bleue, ensoleillé, sur une chemise blanche. Au total, l'espoir. L'espoir, je crois que l'espoir est permis. Les Béninois ont donc suivi ce vendredi le discours du chef de l'État, Lénaï Kagbazaou, et Olivier Akplakou ont recueilli leurs avis. C'est le discours d'un bâtisseur, le discours de quelqu'un qui a de la vision. Et parlant des différents points qui m'ont moi personnellement impressionné, il faut dire que le chef de l'État a balayé pratiquement tous les secteurs. Quand on prend le secteur social, les efforts qui sont faits dans le système éducatif pour que l'école béninoise retrouve ses lettres de noblesse, beaucoup de choses qui se font dans ce secteur-là. Espérons que ça puisse atteindre le point de maturation pour que notre école soit vraiment performante. Quand nous tournons vers le secteur de la santé, là également, vous voyez, beaucoup de choses. Le discours d'aujourd'hui rassure plus d'un. Et donc, du coup, je puis dire que le chef de l'État est dans une bonne dynamique. À la date d'aujourd'hui, nous pourrions être rassurés que le chef de l'État évolue de façon croissante dans ses actions, dans ses pensées. Et je puis personnellement dire que le Bénin révélé est devenu véritablement une réalité. Et la classe politique a été touchée, et touchée durement. Et je pense que lorsque l'on veut faire des omelettes, il faut casser des œufs. Ça a été difficile, mais la réalité est là et je loue son courage. Quand nous nous tournons vers la fourniture en eau potable,
le chef d'État a dit que les investissements qui se faisaient en un quinquennat qui étaient de l'ordre de 40 milliards sont quasiment multipliés par 12 aujourd'hui. C'est dire que près de 400 milliards sont investis pour que nos populations puissent trouver de l'eau à boire. Donc c'est loin des tintements politiques, des choses réelles qui se font. N'oublions pas le côté de la fourniture en énergie électrique avec la construction de Maria Gleta 2. Il faut retenir essentiellement que l'année 2019 a été consacrée au renforcement des services sociaux et à des réformes, notamment politiques, qui constituent le soubassement du développement économique. Il a fini son discours en disant que l'heure a sonné pour le développement. Cela signifie que les fondamentaux sont désormais en place, les réformes sont désormais derrière nous et place sera faite au développement économique. Beaucoup de choses se font et qui rassurent que d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, nous pourrions être fiers d'être béninois. Autre volet de l'actualité à présent, l'éco, future monnaie de l'UEMOA, c'est ce qui ressort du nouvel accord de coopération monétaire conclu à Abidjan sous l'égide des présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. Et au sein de l'équipe mise sur pied pour plancher sur la naissance de l'éco, on retrouve le ministre Romuald Wadani, président en exercice du Conseil des ministres des Finances de la zone UEMOA. Retour sur les grandes lignes de l'accord avec Renaud Akapo. C'est une signature de convention qui restera jamais gravée dans les annales de l'histoire de la communauté ouest-africaine. Les décisions actées à Abidjan le 21 décembre 2019 marquent un tournant vers la mise en place de l'éco, la future monnaie pour remplacer le franc CFA dans les 8 pays membres de l'UEMOA. Selon certains observateurs avertis des questions économiques, c'est le début de l'abolition des vestiges les plus symboliques d'un héritage colonial qui est enclenché. L'éco, c'est pour l'ensemble de la CEDEAO, donc plus de 320 millions d'habitants, donc de consommateurs potentiels, et donc un élargissement de la taille du marché. Et à terme, ça va engendrer un approvisionnement à des coûts plus faibles qu'à l'heure actuelle. Très attendu par les populations de la communauté ouest-africaine, les contours de la réforme du franc CFA déchaînent les passions et se retrouve au cœur de nombreux sujets de conversation. Si la nouvelle monnaie va nous faire du bien, c'est bon. Moi, je suis partant parce qu'avec CFA aussi, nous sommes un peu fatigués. Il y a la dévaluation, il y a aussi tout cela. Bon, nous sommes un peu fatigués, quoi. Maintenant, si éventuellement tout cela peut venir corriger certaines choses, je serai absolument content aussi et ça va favoriser aussi peut-être autre échange. Comme le franc CFA s'est tapé par la France, si nous-mêmes nous avons notre propre monnaie, ça pourrait nous aider à avoir notre souveraineté. Si vraiment ce projet peut aboutir, c'est très avantageux pour l'Afrique. Et cette fois-ci, je pense que l'éco sera notre propre monnaie et on pourrait l'utiliser facilement. Moi, je suis d'accord avec notre père. Il faut que ça cesse. Je suis d'accord avec le président Patrice Talon. L'essentiel, qu'on nous libère du joug colonial. Pour marquer la rupture, 3 évolutions majeures ont été actées à Abidjan. Le changement du nom de la monnaie de l'UEMOA qui deviendra l'éco, le retrait de la France de l'ensemble des structures de gouvernance de la monnaie ouest-africaine et surtout l'arrêt de la centralisation de 50% de nos réserves au trésor français. Je crois que c'est une petite révolution qui est en marche. Ça fait 46 ans que ce modèle est en place, le modèle de coopération monétaire basé sur le compte d'opération. Et les dernières décisions des chefs d'État viennent de mettre fin à ce compte d'opération. Et je crois aussi que c'est suite à une volonté populaire. Ce sont nos populations qui réclament une certaine souveraineté sur leur monnaie. Plus de coups de franche donc à la BCEAO avec les 50% des réserves qui ne seront plus logées au Trésor français. Le nouvel accord de coopération monétaire qui remplace l'accord signé en 1973 est assorti d'une nouvelle convention de garantie. Même symboliquement, c'est un bon moyen de s'affranchir de la tutelle pour tourner la page du franc CFA en proie à une mobilisation internationale. Il faut rester totalement optimiste parce que nous sommes dans un système où nos dirigeants font des choix raisonnés. Ils n'ont pas choisi de casser la baraque comme certains l'ont souhaité. Ils ont choisi d'aller sereinement et d'avancer de façon beaucoup plus assurée. Effectivement, dans un premier temps,
l'éco va évoluer dans un système de parité fixe avec l'euro. Et par la suite, dans le cadre du programme de coopération monétaire de la CEDEAO, nous allons évoluer vers l'option officielle de la CEDEAO qui est celle d'un régime de change flexible ciblé sur l'inflation. C'est un mécanisme qui va se mettre en place sereinement et ça offre le temps vraiment à nos économies de s'y préparer. Avec la réforme du franc CFA, c'est un éco indexé sur l'euro et garanti par la France qui verra le jour à l'horizon 2020 en attendant la mise en place de l'éco définitif de la CEDEAO flexible et fédéral. Cette décision historique qui va marquer une étape significative dans le processus d'intégration est le fruit de la volonté de l'ensemble des États. C'est aussi un pari gagné pour le président du Conseil des ministres des Finances de l'UEMOA. À 43 ans, le ministre Romuald Wadani fut l'une des chevilles ouvrières de la réforme du franc CFA. Comme anecdote, je peux dire que M. Wadani y rêvait secrètement. En tant que son proche collaborateur, nous avions souvent eu des échanges, parfois un peu enjoués sur les mécanismes monétaires. Donc c'est un sujet qui le passionne totalement. Et il a eu l'occasion, en tant que président du Conseil des ministres de l'UEMOA, de prendre une part active à ces travaux. C'est un événement historique et c'est quelque chose qui honore le Bénin. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, ce success story est l'illustration d'un casting réussi et c'est tout à l'honneur du président Patrice Talon pour qui la compétence est le principal critère d'accession aux responsabilités. Le 8 novembre dernier, dans un entretien accordé à France 24 et RFI, le président de la République avait déjà annoncé l'impulsion nouvelle qui se dessinait pour tourner la page d'un modèle dépassé de partenariat économique et monétaire. Psychologiquement, par rapport à la vision de souveraineté et de gestion de sa monnaie, il n'est pas bien que ce modèle continue. Donc, la Banque centrale des pays d'Afrique de l'UEMOA va gérer la totalité de ses réserves de devises, va les répartir auprès de des diverses banques centrales partenaires dans le monde. C'était la toute première fois qu'un chef d'État parle aussi ouvertement du retrait des réserves de change du franc CFA déposées à la Banque de France. Les maires des communes frontalières et l'Agence béninoise de gestion intégrée des frontières renforcent leur collaboration à travers une session de renforcement de capacité à Azové. La gouvernance transfrontalière était au menu des échanges dans le cadre de la prévention de l'extrémisme violent. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. Et puis, Tchonvihwe pour la fraternité et l'amitié, c'est une fête identitaire des filles et fils de Tchonvi, commune de Semepodi. Pour la première fois, ils se sont retrouvés pour penser au développement de leur village. Plus de précisions avec Jérôme Hongbo. Mieux vaut tard que jamais. Les filles et fils de Tchonvi veulent à l'unisson boucher la jarre trouée. Au départ, il y avait un peu d'hésitation. Mais à un moment donné, tout le monde a pris la chose à bras le corps et ça a pris. Je vous dis que on a réalisé, disons, 27 balles de tissu. Mais c'est fini un mois avant. Croissance et développement des activités économiques, construction des infrastructures scolaires et socioculturelles, formation professionnelle et insertion des jeunes à l'emploi pour le développement de leur commune. Ces 4 axes de réflexion fédèrent les énergies autour de l'unité retrouvée. Qu'il ne faudra pas que les églises nous divisent, qu'il ne faudra pas que la politique nous divise. Nous avons déjà réalisé l'unité en organisant la fête de Tchonvihwe. Nous sommes des pionniers à le faire. Il faudra que cela perdure. Permettez-moi d'exprimer une fois de plus la joie qui m'anime en ce moment d'être ici avec tant d'honneur pour cette édition 2019. Je demande à Dieu de bénir cette édition, la toute première de Tchonvihwe, et de combler toutes les attentes. Au nom du comité d'organisation, je sollicite votre indulgence pour les imperfections et les erreurs du casting.
La toute première édition de Tchonviroué est un pari gagné. Les acteurs de ce regroupement ont l'obligation non seulement de consolider le regroupement, mais de déboucher sur un certain nombre d'actions qui peuvent vraiment permettre de faire de Tchonvi un village qui force l'admiration. Lorsque les enfants d'une collectivité, d'une localité ou d'une région s'entendent pour des fêtes identitaires, c'est pour le partage de l'amour. Le prêtre dans un homologue a dit il faut que nous aimions les uns les autres. Et à la veille des fêtes, il faut absolument que l'amour, la concorde et la paix règnent. Je souhaite aux enfants de Tchonvi en particulier bonne fête et que l'amour soit entre eux et dans ces mercredis en général pour le développement harmonieux de notre commune. Je remercie le Seigneur Tout-Puissant qui est entré dans notre jeunesse et qui a décidé d'organiser pour la première fois la fête de Tchonvi. Ce que je souhaite tout simplement, c'est que les fils et filles de Tchonvi soient véritablement unis pour le développement de leur village en particulier et pour le développement de la commune de Sémékodi en général. La prochaine édition s'annonce plus ouverte aux filles et fils de Tchonvi, de la diaspora. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.